Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Citoyens, bons patriotes, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyens. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Aurélie Gros, pardon. Enfin, je fais un raccourci. Un raccourci, c'est pas mal. Ça fait. Stéphane Pellet est avec nous, le G500, l'ONG citoyenne. Comment vous allez, les amis? Eh bien, nous, on est venus en tracteur avec Aurélie Gros. Eh ben oui, absolument. J'ai vu ça. Oui, c'est un très très bon sujet. Massey et Ferguson. Oui. Pas mal. On dans le micro, sinon on n'entend pas. John et Dire aussi. Ou John et Dire aussi. Exactement, vous avez fait bien de la ramener, vous, parce qu'on va vous parler dans quelques instants. Ne bougez pas. Allez, le sommaire de cette émission, à une semaine de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, la colère du monde agricole couvre toujours. L'exécutif compte bien s'occuper, en tout cas occuper le terrain le 24 février pour ne surtout pas laisser la pression monter encore plus. Donc apaiser le monde agricole, c'est tout l'objectif du gouvernement. Un conseiller de l'exécutif insiste, on va continuer d'aller sur le terrain pour ne pas rester déconnecté. C'est le signal envoyé ce jeudi lors du déplacement de Gabriel Attal organisé à la dernière minute dans la Marne. Rémi Dumas sera avec nous, président de l'association Demain, je serai paysan et vice-président des jeunes agriculteurs. Depuis le début des années 80, le nombre d'agriculteurs exploitants a déjà été divisé par 4 en France. En 40 ans, la taille des exploitations agricoles a doublé, tandis que la part des agriculteurs dans l'emploi est passée de plus de 7% en 1982 à 1,5% en 2019. L'âge moyen des exploitants a augmenté, la proportion de jeunes 15-24 ans dans la profession chutant de plus de 7% à 1%, menaçant le renouvellement générationnel dans l'agriculture. Gilles Maréchal, directeur, et Lou Guillouard, chef de projet de l'association Agri-Demain, sont à nos côtés. On vous souhaite la bienvenue pour cette thématique agriculteur, un métier en péril. Les vraies voix Sud Radio. Dans son ministère, c'est Silence Radio. On n'a rien de mesure concrète, en fait. Les 50 millions, pour l'instant, effet d'annonce, quoi. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas les filières qui vont être concernées, quoi. Aurélie Gros, Rémi Dumas est avec nous, un président de l'association Demain, je serai paysan et vice-président des jeunes agriculteurs. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Cette jeunesse d'agriculteurs aujourd'hui qui est un peu inquiète. Cette jeunesse qui est inquiète, et je dirais que plus largement, les Français qui sont extrêmement inquiets par l'agriculture en France. On l'a vu lors des derniers mouvements il y a quelques semaines maintenant, à la veille du salon de l'agriculteur, où on voit dans certaines régions que ça reprend, que la colère remonte, et les Français sont très inquiets et soutiennent leurs agriculteurs, et les chiffres en parlent, puisque ils considèrent, les Français, que c'est une profession sinistrée, oui. Et seulement un Français sur 2 conseillerait aujourd'hui à son enfant de devenir agriculteur. Donc c'est assez dramatique, puisque c'est de la souveraineté alimentaire, c'est ce qui fait aussi la France, hein. On parle souvent, quand on parle de France, on parle de nourriture. Donc si on n'a plus d'agriculteurs, on ne peut plus manger. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est ravis de recevoir Rémi Dumas ce soir, pour 2 choses. La première, c'est qu'il est président d'une association qui s'appelle Demain, je serai paysan, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On appelle la jeunesse à venir reconquérir ces terres, et par ailleurs il est vice-président des jeunes agriculteurs qui porte un combat très légitime, en tout cas très soutenu par les Français et par Sud Radio et par le G500, parce qu'il faut entendre les citoyens qui sont sur le terrain. Donc bonsoir Rémi, petit bilan peut-être. Ouais, petit bilan, et voilà, quel est votre état d'esprit à une semaine du Salon de l'Agriculture, qui est quand même the événement? Et oui, c'est un grand événement pour le monde agricole chaque année, et le 60e anniversaire en plus cette année. Alors forcément, de la joie de se retrouver, hein, parce que souvent il y a des personnes que l'on retrouve une fois par an, c'est au salon. Mais par contre, il y a un fond de colère qui reste au fond de nous, et un petit peu d'amertume encore. Voilà.
il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la fin de l'année dernière, hein, parce qu'il faut savoir quand même que les mouvements, c'est pas juste depuis 3 semaines. On a grondé, on va dire, on a élevé la voix un petit peu en fin d'année dernière, mais on est resté pacifique avec les collègues du Tarn qui ont eu l'idée de retourner les panneaux des entrées des villages. C'était un premier rappel un petit peu, voilà, pour essayer de dire, bon, ça va mal là. On vous le dit depuis un petit moment, mais là, ça va vraiment mal. Donc, on est passé par une phase tranquille, on a discuté comment on sait faire, on a fait des propositions, encore une fois. Et puis, le gouvernement étant peut-être un petit peu sourd, il a fallu gronder un petit peu et sortir les tracteurs. Et là, c'est une ampleur qui a été très grosse et on ne s'y attendait pas. Et même des départements comme l'Hérault, chez moi, où on n'avait pas l'habitude de voir plus de 300 tracteurs dans les rues de Montpellier. Mais en tout cas, ça montre la détresse aujourd'hui du monde agricole. Et ce qui est important d'entendre, c'est que c'est l'ensemble des filières qui est concerné aujourd'hui. C'est pas une plus que l'autre. C'est-à-dire que tout le monde est concerné parce qu'il y a des choses qui sont transversales à toutes les filières. Mais aussi, c'est un manque de reconnaissance, voilà, d'un petit peu tout le monde. Alors oui, on dit qu'on aime les agriculteurs, etc. Les gens peut-être le pensent, mais ne le disent pas assez en face et surtout dans les actes, encore une fois, c'est pas toujours ce qu'on ressent. Rémi Dumas, on a envie de savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours et sur la vocation qui est la vôtre. Ben moi, je me suis installé en 2014. J'ai fait un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. J'ai eu la chance de reprendre l'exploitation familiale depuis quelques générations, qui était en monoculture viticole. Et depuis cette année, je me suis associé à un ami sur un petit troupeau d'élevage de brebis laitières en transformation sur place fromage et yaourt, pour justement essayer voilà, de changer l'exploitation. Et je reviens au final au temps de mon arrière-grand-père où il y avait déjà un petit troupeau sur l'exploitation. Voilà, c'est peut-être ça l'avenir aussi de la diversification dans nos exploitations. Par contre, attention, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est aussi ça, moi j'ai la chance voilà, d'avoir une exploitation qui était là. Malheureusement, il faut savoir quand même que depuis que je suis certifié haute valeur environnementale, donc que mes bonnes pratiques soient certifiées, je gagne moins d'argent parce que ça me coûte plus cher à produire, mais je le vends moins. Ce qui est lunaire. Pas plus cher. Et ça, c'est du délire, effectivement. Et j'espère qu'aujourd'hui, voilà, avec le troupeau de brebis, pour tout vous dire, cette semaine, on fait les agneaux de l'année dernière que l'on vend en colis. On peut fixer notre prix. Et on les vend parce que les gens savent d'où ça vient, comment ça a été élevé, etc. Parce qu'on arrive à montrer ce qu'on sait faire de bien. Et on le fait bien, encore une fois. Et malheureusement, dans les médias, on ne vient pas assez nous voir quand ça va bien et comment on fait les choses. Et aujourd'hui, voilà, je me suis toujours investi chez JA depuis 2013, donc ça fait 11 ans cette année. Parce que je ne sais pas rester dans mon canapé, parce que j'ai envie de montrer ce que je fais, parce que j'ai envie de défendre ce que je fais et de mettre en avant mes valeurs. Et chez JA, c'est ça qu'on porte. Rémi Dumas, vous faites des brebis notamment, vous faites de l'AOP, de l'AOC, et sur le vin, vous faites quoi? Des produits plutôt qualitatifs pour arriver à avoir un prix un peu plus élevé que la moyenne? Alors, moi, sur la Viti, je suis principalement un IGP Pays d'Oc. D'accord. Alors j'ai fait Institut géographique protégé, c'est ça. Ça m'aurait étonné que Philippe David ne parle pas de la bouffe. C'est la plus grosse IGP de France, parce que ça valorise aussi un terroir. On fait un petit peu d'appellation d'origine contrôlée Languedoc. Et après, sur la partie brebis, non, je suis hors zone, donc j'ai aucune appellation. Voilà, j'ai la certification sur la partie viticole haute valeur environnementale. Je vais essayer d'avoir la certification Terravitis, qui est spéciale sur le vin, pour encore une fois voilà, montrer qu'on fait des bonnes pratiques. Maintenant, la réalité de la chose, c'est que ces bonnes pratiques-là ne sont pas mises en valeur, et c'est ce qu'on demande aussi dans les revendications, c'est la rémunération de notre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande plus, d'être plus vertueux, on nous enlève des facilités avec des molécules, etc., phytosanitaires, on passe sur du mécanique, notamment le désherbage. Au lieu de passer une fois avec mon tracteur, je vais passer 4 ou 5 fois, par exemple. Et ça, c'est la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève une chose, mais est-ce que la compensation est vraiment mieux? J'en suis pas sûr, parce que quand on laisse du couvert végétal, moi je laisse l'herbe dans les vignes par exemple, l'hiver c'est pâturé par les animaux, je capte du carbone, etc. Donc il y a plein de choses que je pourrais vous dire qu'on fait bien et c'est jamais mis en valeur. Pour que nos auditeurs se rendent compte, vous avez déjà évalué le prix de votre travail. Vous, tous les Français ont un coût horaire. Vous, est-ce que vous l'avez étudié ce coût? Parce qu'on serait assez surpris en fait de se rendre compte de ce qui reste.
Je vous donne rendez-vous dans 15 jours parce que justement la Chambre d'agriculture de l'Hérault a mis en place un petit peu des espèces d'audits pour savoir exactement notre coût à l'hectare à l'heure actuelle, par rapport à nos charges, par rapport à ce qu'on vend, etc. Donc là, le chiffre clé, malheureusement, je ne l'ai pas. Et c'est un peu un malheur en agriculture, c'est qu'on n'arrive pas toujours à évaluer. La seule chose qu'on n'évalue jamais, c'est notre temps. Après, on est chef d'entreprise, c'est notre chance aussi de pouvoir être flexible. Moi, je pars sur le salon d'agriculture la semaine prochaine, enfin fin de semaine maintenant. Donc aujourd'hui, j'y suis depuis 6h du matin et je viens de rentrer juste pour faire l'émission, vous voyez. Ben, voilà. Donc après, c'est important de le dire. C'est compliqué à évaluer. Et par rapport à toutes vos demandes et des mesures annoncées par le gouvernement, aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a avancé? Est-ce que vous trouvez que ça prend beaucoup trop de temps? Ça en est où exactement selon vous? Alors, ce qu'on savait depuis le début, c'est qu'il va y avoir plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps où le gouvernement peut agir assez vite avec des décrets pour nous simplifier la vie. Il y a un temps un petit peu Il y a déjà des décrets qui ont été déposés ou pas? Alors, il y a des décrets, le symbolique, c'est un petit peu le gasoil non routier. Alors certes, c'est une avancée qui va être visible là. En même temps, il était promis, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été mis en place, donc ils l'ont juste stoppé. Ils l'ont juste stoppé, mais c'est c'est déjà pas mal parce que là, encore une fois, ils avaient évalué l'impact sur certaines exploitations. Et par exemple, la région Occitanie, qui est la première région bio de France, et notamment à cause de ça et à cause des sols qui sont compliqués à travailler, par exemple, on utilise beaucoup plus de gasoil. Donc, un impact autre en Occitanie que, j'ai rien contre le nord de la France, mais peut-être qu'ils sont plus faciles à cultiver. Mais par exemple, quand on est en agriculture de conservation où on ne fait plus de travail du sol, on consomme aussi moins de GNR que quelqu'un qui va retourner les sols. Donc si vous voulez, encore une fois, c'est plein de choses qu'il y a à voir. Et c'est pour ça que je dis que c'est toutes les filières et tous les territoires qui sont concernés aujourd'hui. Et pas la même mesure. Allez, vous restez avec nous. Rémi, pardon, vous restez avec nous parce qu'on fait une petite pause. Philippe David a plein de questions à vous poser sur la viande. Mais surtout, si on le croise au salon de l'agriculture, ce sera avec grand plaisir. Une sur petite la boisson, dégustation. J'ai pas de problème là-dessus. Il s'est fait une liste de recettes déjà. Vous bougez pas, on fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500, l'ONG citoyenne qui se pose les vraies questions. Et les vraies questions en ce moment d'actualité, bien entendu, c'est l'agriculture à une semaine du salon de l'agriculture. Et nous sommes en direct avec Rémi Dumas, président de l'association Demain je serai paysan et vice-président des jeunes agriculteurs. Et d'abord, merci d'être avec nous. Je reviens sur votre métier et sur le sujet aussi qui est très important, c'est la transmission. C'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui de propriétaires de fermes, en tout cas, ou de comment on dit, agricoles, d'exploitation agricole, sont obligés de mettre fin à leur exploitation pour des raisons financières. Est-ce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important? C'est un sujet primordial, peut-être. Je prolonge d'ailleurs. On a rencontré à plusieurs reprises des associations, des structures qui aident justement à aller contre un phénomène assez simple. Chaque fois qu'il y a des fermes à reprendre, enfin des exploitations, et qu'il n'y a pas quelqu'un, ça fait grossir, et il y a certains qui se retrouvent avec des énormes exploitations alors que le nombre d'agriculteurs diminue. C'est aussi un souci, je crois, Rémi. Oui, bien sûr. Mais chez Jeunes Agriculteurs, c'est un sujet depuis quelques temps. Et puis, nous avons sorti même un livre blanc sur la transmission. Et la loi, le pacte de loi d'avenir agricole qui a été annoncé en septembre 2022 sur l'événement de terre de Jim de JA, c'est justement pour avoir plusieurs choses dedans. L'installation, bien sûr, l'accompagnement financier et humain de l'installation, mais aussi la partie transmission, effectivement, des exploitations, où aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des enfants d'agriculteurs qui ne peuvent pas reprendre ce qu'ont créé leurs parents, leurs grands-parents, à cause du prix. Et ça, c'est quand même une aberration, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont envie de venir dans le monde agricole, et alors on les freine à cause d'un budget. C'est pour ça qu'on espère vraiment dans cette loi qu'il va y avoir des mesures fiscales. Alors les plafonds qui ont été, les seuils qui ont été relevés déjà de transmission, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'on a des exploitations qui coûtent cher sur le papier, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Et puis de toute façon, pour se mettre aux normes, etc., il faut des investissements. Mais derrière, la rémunération n'est pas au niveau de ce que coûte l'exploitation, si vous voulez. Donc en fait, c'est un peu cet équilibre qui est compliqué à comprendre parfois, et de se dire
comment demain j'investis autant d'argent alors que je ne vais pas avoir une rémunération suffisante pour payer au final le crédit à mes parents, etc. Donc c'est très compliqué dans ce sens. Donc, Rémi Dumas, quand vous vendez vos agneaux ou vos cubitellaires ou vos bouteilles de vin, qui est-ce qui fait le prix ? C'est vous ou c'est le client, le distributeur par exemple, qui est beaucoup plus gros que vous et qui vous met un pistolet sur la tempe? On en a beaucoup parlé pendant les mouvements des agriculteurs. Est-ce que vous avez un pouvoir de négociation? Désolé de poser la question de manière assez cash. Non, mais il faut la poser assez cash. Parlons vrai, c'est le slogan de Sud Radio, donc on y va. Mais il n'y a pas de souci, et moi je parle vrai. Sur la partie élevage, on est en circuit court. On transforme nous-mêmes les fromages, les yaourts, on vend nos agneaux, etc. Donc on fixe notre prix. Ça, c'est pas un problème. Sur la partie vin, moi j'amène mon raisin à une cave coopérative, et là on a affaire à des courtiers ou à des négociants. Et là, à ce moment-là, c'est plus la même. C'est-à-dire que nous, on va annoncer un prix parce qu'on estime que la qualité vaut tant. Par contre, on est sur un marché mondial. Oui. Et donc, les personnes vont regarder avant tout une qualité de vin. Ils vont regarder, si on est sur des vins rosés, la couleur, le degré d'alcool, etc. Ils vont regarder la certification environnementale, ils vont regarder tout ce genre de choses. Et ensuite, ils vont vous dire, bon, mais ça vaut tant. Et là, on rentre en négociation. Par contre, ce que nous on dénonce aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a distillé, donc c'est-à-dire qu'on a envoyé du vin à la distillerie, on a fait 6 millions d'hectos, et qu'il rentre au moins 3 millions d'hectos d'Espagne. D'accord. Et le problème, il est là. Et ces mêmes acheteurs qui viennent... C'est-à-dire que ce qu'on appelle distillé, vous envoyez du vin qui est transformé en alcool, par exemple, pour faire de l'éthanol. Exactement. Alors ça a été fait en distillation de crise pour épurer le marché et de ne pas avoir trop de stock face à la demande. Mais aujourd'hui, les mêmes acheteurs qui nous demandent une qualité certaine avec une couleur exacte, etc., une certification environnementale, en même temps vont faire rentrer du vin étranger où il n'y a rien de tout ça. Et que notre standard de production conventionnel est déjà bien plus vertueux que le vin qu'ils font rentrer. Aurélie Gros. Oui, non, pour revenir sur la jeunesse, quand on sait que les jeunes représentent une grande part aujourd'hui de la population rurale, que souvent ils sont au chômage, qu'ils ont du mal à trouver leur place, et que vous avez besoin de main-d'œuvre, on a besoin de jeunes qui reprennent nos fermes, qui se réinvestissent dans ce métier de l'agriculture. Pourtant, c'est une profession qui est absolument pas reconnue comme une profession prestigieuse ou rémunératrice. Bon, et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Ça part parce que je pense à vous, demain je serai paysan. Quelle serait la solution pour ramener ces jeunes, pour leur faire envie en fin de compte? Mais justement, demain je serai paysan, c'est une association qui est née de jeunes agriculteurs, mais le but c'est de rassembler l'ensemble du monde agricole et des filières derrière une seule voie pour aller faire la promotion des métiers d'agriculture. C'est-à-dire qu'on part, pour moi l'idéal c'est que ce soit un agriculteur qui aille au-devant des élèves pour justement expliquer son métier. Et on va signer au salon une convention avec l'ANEFA, la PECITA, la PODREMA, justement les métiers d'agriculture, pour rassembler tout le monde encore une fois et qu'on puisse aller présenter notre métier. Parce que bien souvent, les jeunes ont un prisme soit des parents, soit de la télé, et non pas la réalité. Et moi, je l'ai fait à l'école primaire de mon village, j'ai rencontré l'ensemble des classes. Ils ont appris plein de choses, rien qu'en 1 heure de temps. Ils sont venus après sur mon exploitation, je leur ai montré la taille de la vigne, etc. Et là, dernièrement, on a même planté une haie avec eux. Donc, si vous voulez, tout ça, il faut prendre le temps de le faire. Alors, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais pour moi, c'est malheureux. On a plein de facettes dans notre métier, mais la nouvelle facette, c'est d'aller promouvoir notre métier parce que personne ne fait à notre place. Et Rémi, pour compléter, qu'est-ce que vous pensez aussi des gens qui sont pas issus de la campagne? Parce que avec le défaut que certains se fassent des idées, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent d'abord travailler 2-3 mois pour voir ce que c'est vraiment, parce qu'il y a des jeunes, je vais faire dans la caricature, des jeunes parisiens ou même des jeunes marseillais qui veulent reprendre qui veulent se lancer, mais qui connaissent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas mal aussi de faire en sorte que ça n'est pas que les gamins du terroir qui seront tous, en train de reprendre les exploitations des parents. Ça vous plaît, ça?
Bien sûr que ça nous plaît, on en a besoin, et d'ailleurs les agriculteurs de demain sont aussi parisiens, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, les moissonneuses batteuses sur l'île de la Cité, on n'en voit pas beaucoup. J'ai senti que c'était pas facile à dire quand même. Sauf qu'ils n'ont pas vu ils ont jamais vu de tracteur parce qu'on les a pas laissés rentrer dans Paris. N'exagérez pas. Mais n'importe quoi. Pas de souci, j'ai mes amis d'Île-de-France avec agriculteurs d'Île-de-France notamment, etc., qui font aussi ces démarches-là dans les écoles, et c'est pour ça qu'on sollicite aussi le ministère pour faire ça, parce qu'on a besoin d'aller reconquérir tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant les ruraux, mais c'est des nouveaux ruraux, donc bien souvent ils ne connaissent pas non plus la campagne, autant dans les villes, il faut aller aussi au-devant de ces gens-là, et c'est par le dialogue qu'on y arrivera. Par contre, la seule chose que l'on dit à ces gens-là, c'est de se former, de venir voir la réalité, parce que trop souvent, il y a la caricature aussi, malheureusement, de personnes qui arrivent, qui disent on va élever des chèvres pour faire des fromages, et puis ça dure 3 ans, parce qu'élever des chèvres, c'est du temps, c'est du travail, c'est pas tous les jours facile, il faut y être tous les jours, ça reste des animaux. Donc c'est juste de la formation et de venir voir la réalité avant de se lancer. Rémi Dumas, Gilles Maréchal de l'association Agri Demain, vous posez une question, ou vous interpellez. Oui, non, c'était justement pour appuyer ce que tu disais, en ce sens que ce qu'on appelle les NIMA, parce qu'on est très fort pour avoir des catégories, enfin des appellations, des acronymes, donc les non issus du milieu agricole. On en a besoin, tu l'as dit, et en plus, ils arrivent avec des profils différents. Ils vont venir bousculer un petit peu les habitudes, et on en a besoin, parce que l'avenir appartient à ceux qui inventeront de nouveaux projets, une nouvelle agriculture. Donc, je pense que cela, absolument, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'an dernier, nous, on organise un événement, on en parlera tout à l'heure, les Journées nationales de l'agriculture, c'était sur l'attractivité des métiers. Oui. Donc, c'était complètement complémentaire à ce que fait Demain je serai paysan, et l'attractivité des métiers, on l'a en intéressant les jeunes qui sont au sortir de toutes les filières. Donc, Rémi Dumas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir de plus en plus de femmes, et ça c'est génial aussi. Mais il y a plus de 30% maintenant de chefs d'exploitation qui sont des femmes, si je ne me trompe pas. Pour les NIMA, on va être quasiment à moitié-moitié avec les fils ou filles d'exploitants agricoles. Donc au final, effectivement, il y a ce nouveau public. Et d'ailleurs, chez Jeunes Agriculteurs aussi, on a évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour être élu chez JA, c'était 35 ans. On a élevé la tranche d'âge à 38 ans. Justement pour aller chercher ces nouveaux publics et ces nouveaux profils qui sont intéressants, effectivement, qui bousculent les codes aussi. Par contre, encore une fois, il faut quand même rester terre à terre. Donc bousculer les codes, c'est une chose. Il ne faut pas perdre de vue l'équilibre entre souveraineté alimentaire, économie, la partie sociale de notre métier. Et on a aussi des vies de famille, et puis on est des gens comme tout le monde. À 30 ans, on sort, on fait la fête, on va voir des amis, on essaie de partir en vacances, etc. Donc c'est tout ça. Rémi, la durée et aussi. puis essayer que tout le monde y arrive à faire ça. La durée aussi, c'est savoir que c'est quand même des métiers où on ne peut pas changer en 6 mois d'avis. Ben non. On est là pour longtemps. On se rend compte quand même que les sujets sont multifactoriels. Hein, ça vient un peu, c'est un petit peu compliqué l'agriculture aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous serez au salon de l'agriculture, Rémi. Rémi, vous serez au salon de l'agriculture ? Oui. Bien sûr, j'y suis toute la semaine parce que c'est important aussi le salon pour nous de voir des personnes, et puis aussi c'est pour un syndicat la partie politique avec de nombreux passages sur notre stand et de rencontres pour encore une fois pousser nos propositions. C'est un métier d'avenir, un métier qui a du sens, et en tout cas, moi j'y crois, et j'ai envie qu'il y ait des gens qui se lancent là-dedans. Non, parce qu'on aimerait bien parler, comme on va y être avec Cécile et l'équipe de Sud Radio, on aimerait bien parler agneau, IGP, Pays d'Oc, etc. Mais vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de l'heure. J'aimerais vous voir. Restez avec nous, de toute façon je vous mettrai ramasse-miettes de côté. Voilà, il ne restera rien. Pas que les miettes. Ouais, non, pas que les miettes, c'est bien ce qu'on lui reproche. Allez, vous restez avec nous, Rémi Dumas, président de l'association Demain je serai paysan et vice-président des jeunes agriculteurs. Dans un instant, Gilles Maréchal sera avec nous, et Lou Guillouard, chef de projet de l'association Agri Demain et directeur de l'association Agri Demain. Allez, à tout de suite. Depuis les années 80, l'agriculture s'est totalement transformée, en tout cas dans le bon sens et le mauvais sens, parce que le bon sens parce que ce sont des gens qui travaillent et qui essayent de s'en sortir, mais dans le mauvais sens, c'est que les injonctions régulières font que c'est un petit peu compliqué pour eux en ce moment. On va en parler avec Gilles Maréchal qui est avec nous, un directeur de l'association Agri Demain. Bonsoir, merci beaucoup. Et Lou Guillouard qui est avec nous, chef de projet de cette association Agri Demain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup
beaucoup d'être avec nous. Il y a quelques instants, Stéphane Pellet, on évoquait justement cette transmission et cette difficulté finalement de garder ces terres et voilà, on va en parler je pense aussi. Et puis surtout, on disait que l'agriculture, c'est des tas de façons de faire. Il y a les très très grandes exploitations, il y a le lait, la viande, enfin tout ce que Philippe adore, etc. Le vin, bien sûr. Mais il y a aussi les céréales. Et donc du coup, il faut que ce monde-là arrive à parler d'une même voix. C'est pas simple. Et en fait, donc Agri-Demain, c'est une association, hein, c'est ça, qui a été lancée. C'est le premier mouvement en fait qui rassemble les principales organisations professionnelles de l'agriculture, qui donne donc la parole aux agriculteurs, mais qui surtout veut expliquer comment ça fonctionne, comment on peut faire en sorte de se lancer dans cette exploitation. Et donc, on a la chance d'avoir en effet le directeur et la chef de projet d'Agri-Demain qui sont là. Ils vont nous raconter toutes sortes d'initiatives, mais d'abord peut-être racontez-nous quelques mots de votre parcours, parce que vous avez bien sûr forcément des parcours en lien avec le monde agricole. Gilles, en particulier. Alors, merci. Effectivement, moi, je suis tombé dedans. Je suis né dans une exploitation agricole, donc dans l'Aisne. J'ai pas pu reprendre pour des questions familiales, mais quand même, j'étais attaché au milieu, j'ai fait des études agricoles, et puis j'ai eu la chance de commencer chez les jeunes agriculteurs, qui s'appelait le Centre national des jeunes agriculteurs à l'époque, où tout de suite, on s'intéressait déjà à l'époque du fossé entre l'agriculture et la société. Et le conseil d'administration à l'époque du CNJA nous a dit, essayez de trouver un événement qui puisse fédérer, qui puisse rassembler, reconnecter montrer, finalement. Comment ? Reconnecter, effectivement, mais qui soit un événement extrêmement fort. Et à l'époque, on était fous. Les JA sont toujours fous, mais on l'était particulièrement. Et on a eu l'idée de transformer les Champs-Élysées en champs de blé. C'était la grande moisson. Oui. Donc, si vous voulez, quand vous commencez comme ça vous marque. Et ensuite, j'ai toujours essayé. C'était génial d'ailleurs, c'était incroyable. C'était assez fort. Et il y avait donc des moissonneuses-batteuses. Oui, il y avait deux grosses moissonneuses-batteuses qui, effectivement, ont moissonné les Champs-Élysées. Et donc, tout au long de ma carrière, quels que soient les postes que j'ai occupés, il se trouve qu'on a toujours réussi, on a mis en place un certain nombre d'actions qui visaient à montrer le lien entre l'agriculture et la société, soit par l'alimentation, soit par le côté par des spectacles, par donner la parole aux agriculteurs. Et donc aujourd'hui, Agri-Demain est né depuis 5 ans et c'est une association effectivement qui vise, vous l'avez dit, à fédérer, à rassembler, mais surtout à raconter une histoire un peu transversale, globale de l'agriculture aux Français. Mais ce lien avec les Français, quand on écoute les Français, ils aiment énormément leurs agriculteurs. Hein. Il y a vraiment regardez, le mouvement était soutenu massivement, ce qui n'est pas le cas pour les cheminots, par exemple. Alors, c'est le paradoxe. Les Français adorent leurs agriculteurs, mais méconnaissent l'agriculture. C'est ça. Dès qu'on parle de l'ensemble de l'agriculture, il y a une méconnaissance, parce que d'abord, on est souvent resté caché, et on ne voulait pas trop communiquer. Et puis, après, il y a eu les périodes d'agribashing, l'agriculteur est assez taiseux aussi. Il est assez taiseux, l'agriculteur. Oui, il est dans son coin, il travaille. Alors, on communique très bien par filière, par produit, par silo, comme nous on dit. Mais par contre, il n'y avait pas d'histoire un peu transversale. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et on va vous dire comment. Voilà, avec Lou. Lou Guillouard, vous êtes chef de projet de l'association Agri-Demain. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, quels sont les projets dont vous êtes la chef feu? Vous voyez, je le mets au féminin. Hein. Tous. Alors là, c'est vaste. Comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Sur ses petites épaules. Oui, forcément, la reconnexion entre le monde agricole et le grand public, c'est quand même une grande mission. Donc on a plusieurs projets chez Agri-Demain. Le premier qui va donc arriver la semaine prochaine, c'est le Salon de l'agriculture. C'est un moment qui est assez fort pour nous, parce qu'on fait venir nos ambassadeurs. Donc nous, on a un réseau d'agriculteurs et je pense que c'est important de le préciser aussi. On est une association, là, vous avez les salariés en face de vous, mais on est 3 salariés, mais il y a 450 agriculteurs derrière. Et nous, notre objectif, c'est justement de porter la voix des agriculteurs pour qu'ils puissent aussi se réapproprier le discours sur leur propre métier. Et on l'a entendu avec Rémi, personne ne parle mieux d'agriculture que des agriculteurs. Donc notre objectif, c'est de les faire venir à Paris. On les fait venir avec leurs produits, on les transforme avec des chefs et on les fait goûter au grand public. Philippe David, vous êtes le bienvenu. Il ne dit plus rien, il sait où il va manger pendant le salon de l'agriculture.
Hall 4. Ah bah très bien. Le stand Agri demain. Ah bah magnifique. Ça s'appelle la table d'hôte. Prolongeons d'ailleurs, parce qu'au Salon de l'Agriculture, n'oublions pas qu'il y a aussi le grand public qui vient éventuellement se régaler. Donc, qui sont ces chefs notamment? Les chefs, alors on travaille avec une association qui s'appelle Eurotoc. Et donc les chefs, c'est vraiment des restaurateurs qui sont engagés à l'année pour valoriser les produits français, bruts et véritables. Et de saison. Est-ce qu'on a... Pardon Philippe. Voilà. Est-ce qu'on se rend compte, enfin, lorsque vous menez des actions, est-ce que vous avez des retours de ces actions? Parce que tout le monde va venir effectivement picorer, goûter en disant c'est bon, voilà. Après, dans le supermarché, c'est tout autre. C'est tout l'enjeu, je pense, de mesurer cet impact. Nous, on a fait le choix d'avoir une approche qui est plus qualitative que quantitative au salon, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de stands, on peut goûter un morceau de fromage et partir. Nous, en fait, les gens, on leur demande de rester 30 minutes minimum sur notre stand avec les agriculteurs. Effectivement. 30 minutes hors taxe. Et on peut monter jusqu'à plus. Donc, effectivement, ils ressortent de notre stand, je pense, vraiment avec une vision qui est différente. Changer le regard, en fait. Voilà, exactement. Oui. Donc, après, on les suit pas jusqu'au supermarché, mais on espère qu'ils en gardent vraiment quelque chose. Et ils échangent avec les agriculteurs sur place, qui expliquent leur profession, leurs produits, d'où ça vient, etc. Donc, il y a, en fin de compte, on a l'assiette, on a le goût, on a le visu et on a l'histoire. Ouais, on fait vraiment bouger les 5 sens. Voilà. Gilles Maréchal, pardon, quand on se rend compte que certains qui n'ont vu que des vaches qu'à Paris, voilà, au salon de l'agriculture, là on se rend compte d'une déconnexion aussi totale de plein de gens qui ne vont jamais en ruralité, qui ne sortent pas de chez eux. Certains n'ont jamais vu une grande ville et certains n'ont jamais vu la campagne. C'est vrai que le salon de l'agriculture, c'est l'endroit pour ceux qui partent pas en vacances, notamment de voir des vaches, des moutons, des chèvres, etc. Non mais vous avez raison, il faut en prendre conscience. Les Français sont de plus en plus éloignés de l'agriculture. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des journalistes agricoles. Dans le Monde, il y avait, non, j'ai oublié son nom, mais il y avait une page, même la une, quelquefois, une fois par semaine, était consacrée à l'agriculture. Moi, j'étais étudiant, on fonçait voir prendre Le Monde pour savoir un petit peu ce qui allait se raconter. Maintenant, aujourd'hui, un journaliste agricole, il fait aussi l'environnement, il fait aussi la ruralité, l'écologie. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, les Français sont loin aussi, de plus en plus loin de leur alimentation. Parce qu'il y a une distanciation à la fois sur les lieux géographiques, puisqu'il y a de plus en plus d'intermédiaires, et donc on va de moins en moins dans les exploitations agricoles chercher ces produits, les rencontrer. Ça s'est passé au Covid. On a vu justement que à ce moment-là, les Français se sont retournés vers les agriculteurs, et c'était très bien. Il y a eu des rencontres, mais très vite, après, ils sont retournés dans leurs habitudes. Voilà. Oui. Donc il y a effectivement le salon qui permet, où ce sont les Français qui viennent à la rencontre de la plus grande ferme de France, comme on a la coutume de dire, et nous, on a créé un autre événement qui s'appelle les Journées nationales de l'agriculture, où là, on va au plus près des Français, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, comme les Journées européennes du patrimoine, où on prend la carte de France et on se dit, moi j'habite Château-Thierry, à côté de chez moi, les 3 jours des Journées nationales, qu'est-ce qui se passe ? Qui ouvre son exploitation, son usine de tracteurs, et je peux aller visiter en famille cet écosystème agricole que l'on connaît de moins en moins. Donc ça, c'est une deuxième action qu'on fait en complément du salon de l'agriculture et d'autres opérations. Stéphane Pellet. Parce que rappelez-vous le paradoxe de la période Covid. On pouvait plus vraiment sortir et tout, mais de temps en temps, on avait le droit d'aller dans une ferme pas loin pour chercher des produits. Et je pense qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ont découvert que oui, ça existait en fait, et même en Île-de-France ou en région urbaine. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment génial, cette marque de fabrique-là, c'est-à-dire de faire comprendre que quand on veut faire une recette, donc faire quelque chose de bon, il y a des produits qui sont bons, qui sont d'ici, et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout d'ici et qui servent à rien du tout. Je trouve que dans les journées nationales, justement, qui ont lieu quand d'ailleurs, vous pouvez nous donner les dates ? Bien sûr, donc c'est en juin, c'est le 7, 8 et 9 juin, partout en France. Excellente date. Mais c'est pour ça qu'on a reculé le sommet citoyen. Je vous le dis, voilà, pour ces journées. Petite question, sur un site, on retrouve toutes les informations sur quel site ? Parce que c'est important de dire. Journéeagriculture.fr. Oui. Voilà, vous allez progressivement, tout va se mettre en place. Il y a 150 000 personnes l'an dernier qui sont venues dans 1500 points et 500 sites. Oui, et vous savez, on a quand même de la marge encore. On voudra atteindre le million dans quelques années parce que quand même, c'est partout en France. Des agriculteurs, il y en a encore quand même 350 000. Ensuite, il y a tout ce qui gravite autour de l'agriculture. Il faut savoir qu'un emploi dans une exploitation agricole, c'est 5 emplois induits, en amont et en aval. Donc, il y a les exploitations, mais il y a aussi tout l'écosystème. Je vous le disais, une usine de tracteurs, une coopérative laitière,
il y a énormément de choses à voir et des choses à toucher, à sentir, à goûter. Absolument. Et vous restez avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Ça met en appétit cette émission. Voilà. Non, mais attendez, excusez-moi. On me parle de qualité, on nous parle de produits du terroir. Moi, ça me met en appétit, je sais pas vous. On va vous mettre à la diète. Mais c'est déjà le cas. Qu'est-ce qui ne te met pas en appétit, Philippe? C'est ça, à chaque émission, tu nous trouves quelque chose sur la bouffe. Il se rend pas compte. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Française. Les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Nous ne pouvions pas, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, faire une émission citoyenne sans parler des agriculteurs à une semaine, Stéphane Pellet, du Salon de l'Agriculture. C'est vous qui ne pensez qu'à manger, Cécile. À une semaine, tout à l'heure, nous avions le vice-président des jeunes agriculteurs Rémi qui nous Dumas. disait attention, ça gronde à nouveau. Vous allez revoir les agriculteurs et les tracteurs en direction de l'Île-de-France et du salon qui est, je crois, toujours porte de Versailles, c'est ça À moins qu'entre-temps, il est déplacé par peur, mais je crois que non. Là, ce soir, on nous parle qualité, avec notamment toutes vos initiatives qui permettent de rapprocher les chefs de cuisine et puis les agriculteurs. C'est les bons produits qui font les bonnes recettes, si on peut dire. Mais quand même, puisqu'on est là dans la radio du cash, donc du parler vrai, il y a quand même quelque chose de... Les Français, à 91%, vous soutiennent, là, actuellement, à une semaine de ce salon. Mais il y en a même 1 sur 2 quasiment qui disent qu'ils vous font plus confiance pour vous occuper, finalement, de notre territoire, de la France, de la ruralité, qu'aux écologistes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment on fait pour réconcilier les Français pour que justement on n'ait pas ce trou béant entre les normes d'un côté et puis l'agriculture qui n'arrive plus à vivre? Lou Gouillard, qui est chef du projet de l'association Agri Demain. Moi, ce que ça m'inspire déjà, c'est vraiment un gros point d'interrogation parce que ça veut dire que les agriculteurs ne sont pas les écologistes et c'est ça moi que je comprends pas. C'est les premiers sur le terrain, c'est ceux qui s'occupent de notre paysage, donc pour moi c'est eux qui sont sur la question de l'écologie. Mais on a parlé, vous avez parlé tout à l'heure, Lou, de qualité. Est-ce que l'agriculture française, c'est pas la plus qualitative qu'il y ait au monde, que ce soit pour les produits top niveau, que pour la moyenne des produits? Oui, tout à fait. Il y a un classement qui l'atteste tous les ans. Mais si vous voulez, les gens se comparent. Donc, à partir de là, ils ont connu toujours cette agriculture de qualité. Ils en veulent encore plus. Mais le problème, c'est que si on regarde le panier de la ménagère, le Français dépensait jusqu'à 18-20% pour son alimentation. Aujourd'hui, il le met dans le smartphone. Et aujourd'hui, on est à 13%, 12%. Donc, il faut être cohérent. Si on veut toujours une agriculture de qualité, et je pense que les Français y sont attachés, puisqu'ils le démontrent à chaque crise, ils le démontrent dans les sondages, mais il faut quand même qu'ils acceptent ou qu'on trouve les moyens que la majorité de la population française puisse accéder à cette agriculture et cette alimentation, et donc qu'on puisse avoir des prix qui soient rémunérateurs. Il y a plein d'initiatives, que ce soit dans les communes ou les grandes villes, à Paris, ils mettent des frigos géants avec des produits d'agriculteurs Île-de-France, par exemple. Ça existe un petit peu partout en France, mais c'est pas assez, en fait. Il faudrait qu'on soit inondé, et je pense que ça permettrait aux gens de découvrir, et peut-être que... Alors, vous avez un problème, ce problème d'idées reçues aussi, du cher, c'est pas pour moi, c'est pas machin, c'est pas truc, et ça, faut changer Mais je vais vous donner un exemple concret. On a un agriculteur dans l'Oise qui était un pur céréalier, et il s'est lancé justement dans ce que vous appelez les frigos, c'est-à-dire la capacité à pouvoir venir nuit et jour chercher un panier de légumes, un panier de fruits, etc. Il a investi là-dedans, il a embauché. Pendant le Covid, il n'arrivait pas à fournir. Donc il s'est dit, ça y est, c'est gagné et tout. Aujourd'hui, son activité n'est pas rentable. C'est-à-dire que les Français sont venus à un moment donné et sont repartis aussi vite qu'ils sont venus. Moi, j'étais sûr qu'il était lancé, qu'il était connu, il annonce que quand ses paniers sont sur Facebook, etc. Donc, mais voilà, il y a un problème à la fois de communication, il y a un problème de pouvoir d'achat, ça c'est certain. Alors on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais c'est quand même un mot qui est un petit peu valise et qui ne se traduit pas pour les agriculteurs par, je dirais, une capacité à pouvoir améliorer leurs revenus. Notamment, on a une table d'hôte sur notre stand qui porte sur la souveraineté alimentaire sur le cas du poulet. Aujourd'hui, le cas du poulet, qui était quand même le produit emblématique français de qualité, le poulet de chair, on en importe 50%. Oui, du Brésil et d'Ukraine notamment.
prennent. Et vous pensez pas que ça se joue aussi dans les cantines scolaires, c'est-à-dire aller voir les collectivités pour qu'à un moment donné, les collectivités servent des produits de saison, parce que ça passe aussi par là. C'est-à-dire que si on offre de la tomate tout au long de l'année, alors que la tomate est un fruit de saison qu'on ne peut pas manger toute l'année, ou des fraises, ou des cerises, etc., en fin de compte, on n'invite pas notre jeunesse à consommer selon la saison, donc à consommer local. Alors ça, pour moi, c'est lunaire. C'est lunaire que ce soit pas obligatoire. Voilà. Alors non, mais on a la loi quand même qui préconise justement 20% de ce que fournit une cantine scolaire soit d'origine notamment biologique. Et 20%, c'est pas assez. Donc ça, mais bio français. On est à 10%. Bio français. Du bio forcément français. On est à 10%. Donc si. Et puis il y a des communes qui jouent le jeu. On sera dans le 5e arrondissement au moment des Journées nationales de l'agriculture. La maire du 5e a tenu à nous montrer où elle allait chercher son sourcing pour ses cantines. Bon, toutes le font pas, mais vous voyez, il y a encore un gap de 10 à 20%. Oui, mais c'est intéressant. Mais on sera à 20%, je peux vous dire que ça ferait quand même une sur différence. l'ensemble des communes, ça ferait une sacrée différence. Bien sûr. Rappelez-vous, il y a quelques jours dans la crise agricole, là, disons à son paroxysme avec les fameux tracteurs qui étaient autour de Paris, ceux qui ont commencé à être un petit peu mis devant le tribunal, entre guillemets, c'était plutôt les distributeurs et c'était plutôt ceux qui viennent ensuite le vendre, etc. C'est-à-dire qu'on disait... Tous les intermédiaires, en fait. Voilà, c'est ça. C'est eux qui prennent la marge, voilà. Sauf que par rapport à ce que vous avez dit, peut-être que les gens se sont rendus compte aussi que les distributeurs, ils permettent une certaine stabilité. Un certain nombre d'agriculteurs sont contents parce que toute l'année, c'est pas seulement quand on l'a vu, ou le Covid, ou je ne sais quoi, va faire cet engouement. Comment les agriculteurs ressentent les initiatives du type, on va la citer, c'est la plus connue, mais il y en a d'autres, C'est qui le patron, c'est-à-dire cette initiative qui consiste à payer un tout petit peu plus cher pour être sûr de bien rémunérer le producteur? Ils la ressentent bien parce que effectivement c'était une initiative originale où c'est le consommateur qui l'a été sollicité pour dire bon, à partir d'un prix de base que je considère comme minimum et qui paye, qui rétribue la qualité, qu'est-ce que si je mets par exemple une qualité environnementale supplémentaire, est-ce que vous êtes disposé à mettre plus? Et ils sont montés jusqu'à une certaine limite. Et là, le consommateur, il est mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que c'est lui qui dit « je suis prêt à mettre ça, donc je paye ». Donc, il faudrait essayer de généraliser ce genre d'initiative. Bon, par contre, vous le dites, c'est pas possible parce que on peut pas faire ça sur chaque produit et il faut une stabilité. Donc, les grands distributeurs ont leur rôle à jouer, mais il faut aussi qu'ils acceptent. Il y a une pédagogie aussi peut-être à faire. Il y a une pédagogie générale aussi à faire. Oui, tout à fait. Mais ça. On parlait du bio, je crois que c'est Aurélie qui a dit du bio français, parce que le bio français, c'est du vrai bio, alors qu'il y a des produits bio qu'on importe du bout du monde, avec notamment, je pense à la banane bio de certains pays d'Amérique latine, qui est produite avec des produits interdits, par exemple en Guadeloupe ou en Martinique, et elle s'appelle bio quand même. Je pense que déjà il y a une première échelle à cette réponse, c'est qu'il y a un label qui est européen sur le bio. Donc a priori il n'y a pas de faux bio européen. Après il y a un autre sujet qui est aussi... Qui a mis des années à être mis au point. Bravo, vous avez raison. Et donc après, il y a l'action de la localité. Je pense que de façon générale, aujourd'hui, on peut pas consommer des bananes, des fruits de la passion, des mangues et autres de façon totalement détachée en disant que ça n'a pas d'impact. Qu'elle soit bio ou pas bio, maintenant, il faut aussi réfléchir à comment est-ce que je consomme, selon quelle saison et quel impact va avoir cette production. Ouais. Et vous pensez pas donc au moment du salon que ce serait le moment de dire aussi au gouvernement tout simplement engager une grande campagne d'information nationale? Parce que là on est en train de les rapprocher les points de vue. On voit que c'est de l'éducation, c'est du rôle des collectivités, de tous les acheteurs collectifs, c'est du rôle du consommateur de faire un petit effort et peut-être aussi, on vient de le dire, vous l'avez dit à plusieurs reprises, aux agriculteurs de mieux se faire connaître. Oui, mais Stéphane Pellet, j'imagine que la pédagogie, elle va directement aux enfants. La première mesure, ce sont les cantines. C'est d'expliquer aux enfants ce qu'ils mangent et d'où ça vient et ce que c'est. Et leur apprendre à manger en classe. D'éduquer ces enfants. C'est intéressant parce que vous voyez, les Journées nationales de l'agriculture, ça fait 2 ans qu'on donne un thème. Parce que bien sûr ouvrir les exploitations c'est bien, être bien accueilli, voir des choses, goûter c'est bien, mais il faut aussi du contenu et je dirais sensibiliser sur les enjeux. L'année dernière c'était sur l'attractivité des métiers, cette année c'est sur l'éducation à l'alimentation et le premier dimanche du salon nous allons lancer une consultation citoyenne sur l'ensemble des réseaux avec nos amis de mec.org qui sont spécialisés dans ce type d'enquête et on va poser la question aux Français, comment sensibiliser et éduquer nos enfants à mieux manger.
Donc, on espère avoir justement un maximum de contributions des Français, peut-être 50 000, 100 000, où ils vont nous proposer des solutions. Après, il va y avoir un tri, etc. Il sortira 10 nouvelles propositions originales. Et là, ça pourra être peut-être venir dans les exploitations, les agriculteurs, les inciter, peut-être organiser vis-à-vis du gouvernement à aller et dans les classes pour pouvoir faire intervenir les agriculteurs. Donc voilà, nous, à notre échelle, on essaye d'apporter cette contribution. Petite information totalement personnelle, mon maraîcher que j'embrasse, qui est dans les Andelys, et je vais régulièrement chez lui, à chaque client, il offre un légume particulier et il explique à la personne, il leur offre en disant voilà comment ça se cuisine, et en fait régulièrement tout le monde écoute et tout le monde progresse, et finalement on nous éduque, il nous éduque en nous vendant ou offrant des produits, et c'est extraordinaire. J'ai une solution, c'est qu'on a eu Julien de Normandie, il faut que ça suffise. Maintenant il faudrait Maurice d'Occitanie, prochain ministre de l'Agriculture. On a déjà eu Anne de Bretagne. Ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Remercie encore Rémi Dumas, président de l'association Demain je serai paysan et vice-président des jeunes agriculteurs. Merci beaucoup Lou Gouillard d'avoir Guillouard d'avoir été avec nous, chef de projet de l'association Agri Demain, et merci beaucoup Gilles Maréchal, directeur de l'association Agri Demain. On rappelle, vous serez quel stand, quel Hall 4. Hall 4. Allez B, stand 020. Et ben voilà, et vous pouvez aussi aller voir sur cet site internet Agri Demain et voir toutes leurs actions. Et merci. On va les suivre. Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet. Merci. Philippe David, c'est l'heure du dîner, vous êtes content? Oui, j'ai faim. Parce que tout de suite, en plus, il va y avoir Sud Radio Rugby à 20h02 avec François Trio et son équipe. Il y a beaucoup de choses à dire sur le top 14 du week-end dernier et ce qui va se passer avec le tournoi Destination et le top 14 la semaine prochaine. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Oui.